dans le cadre des dispositifs actuels. Petite information, oui, on va enregistrer la conférence pour pouvoir la mettre à disposition en replay aux différents adhérents. Donc, vous pourrez retrouver les différentes informations, questions-réponses plus tard en streaming. Pierre-Alain. Ouais, si j'avais su que c'était enregistré, j'aurais mis un nœud papillon. Je te laisse la parole, déjà pour présenter peut-être les dispositifs dans un premier temps. On va faire un petit tour de table avec les intervenants et puis ensuite on répondra aux questions spécifiques qui arrivent. Ok, ça marche. Donc, bonjour à tous. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc, moi, je suis responsable d'innovation de BPI France en Bourgogne-Franche-Comté. Je ne vais pas passer 2 heures à présenter tous les dispositifs, mais en quelques mots, on va dire, je vais mettre l'accent sur à peu près trois ou 4 dispositifs. La première chose que BPI France a fait là dès la semaine dernière, c'est de reporter l'intégralité des échéances qui lui sont dues là dans les 6 prochains mois. Donc, aussi bien en capital qu'en intérêt, tout a été décalé de 6 mois à partir soit du 16, soit d'aujourd'hui. Il y a éventuellement quelques échéances qui ont pu être prélevées là dans cet intervalle, le temps qu'on se mette en place, mais on pourra les décaler ou enfin, les rembourser si besoin, si demande de l'entreprise. Donc ça, c'est une première décision qui est fondamentale, c'est qu'on a décidé de tout décaler automatiquement. C'est important, c'est qu'il n'y a pas besoin de venir nous solliciter, on prend toutes les échéances, on les décale toutes de 6 mois. Après, si les entreprises souhaitent à tout prix rembourser, pas de problème, elles peuvent le faire, ce sera avec plaisir. Voilà pour le premier point. Deuxième point, c'est que, comme en 2009, pour ceux qui ont connu, enfin 2008-2009, on a décidé de remettre en place un fonds de garantie sur du renforcement de trésorerie, ce qui fait qu'on peut garantir des prêts bancaires moyen long terme à hauteur de 90%. Donc, ce qui est vraiment fondamental pour assurer les liquidités des banques envers les entreprises. Ensuite, très spécifiquement, là, pour cette crise sanitaire que nous connaissons, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le prêt à tout. Le prêt à tout, c'est quoi? C'est un crédit à moyen terme qui est sans garantie. D'accord? Avec éventuellement un partenariat avec la banque ou des apports complémentaires, mais c'est pas obligatoire. On peut le faire seul. Voilà, donc on est bien sur du financement de trésorerie qui sont liés à la crise actuelle, donc qui sont vraiment conjoncturels. Hein. C'est pas là pour pallier des difficultés des trésoreries historiques de l'entreprise. On est vraiment sur un outil de financement de trésorerie conjoncturelle. Ça concerne tout le monde, voilà, toutes les TPE, les PME, les entreprises de taille intermédiaire, à partir du moment où on a un premier bilan de 12 mois. Voilà, c'est la seule condition. Pour les entreprises qui n'ont pas un premier bilan de 12 mois, on aura d'autres outils qu'on pourra mettre en place pour celles-ci. Donc, elles ne sont pas laissées à l'abandon non plus. On est sur des prêts qui vont de 50 000 € à 5 millions d'euros. Moi, j'entends plus rien.
Oui, je crois. On On t'entend t'entend plus, plus, Pierre-Alain. Pierre-Alain. Ton micro a l'air d'être coupé. Ouais, quelqu'un a coupé mon micro, c'est pas gentil. Ah, Je crois que c'est la région. c'est pas sympa. Tu disais, tu parlais de près de 50 000 euros à 5 millions. Ok, j'ai été là, ça marche. Alors je reprends. Donc on disait des prêts, donc 50 000 à 5 millions pour les PME, et on peut aller jusqu'à 30 millions pour les ETI. Le tout dans un plafond qui est égal au montant des fonds propres et quasi-fonds propres de l'entreprise. Donc on parle de moyen terme, parce qu'on est sur des durées de 3 à 5 ans, avec un différé d'amortissement du capital de 6 à 12 mois. Voilà. Si on est sur 3 ans, le différé sera de 6 mois. Si on est sur 4 ans, il pourra monter à 12. Et 5 ans, il peut monter à 12 aussi. Et donc, on est bien sans garantie. Là-dessus, vous allez me dire en termes de taux à combien on est. Alors, j'ai plus tous les détails sous les yeux parce que ça dépend de la cotation Banque de France, mais jusqu'à 4 plus pour les cotations Banque de France, on doit être sur du 2%. Et pour les cotations qui sont moins bien que ça, on doit monter, je crois, à 4 ou quelque chose comme ça pour celles qui sont 4 et moins bien, me semble-t-il. Donc ça, c'est un premier outil. Ensuite, il y en a un dernier, mais peut-être que je laisserai Pierre en parler tout à l'heure, qui est le prêt rebond, puisque c'est un prêt que nous faisons avec la région, et c'est véritablement la région qui met l'argent sur la table sur ce sujet-là. Donc, Pierre, je te laisserai la main peut-être là-dessus. Je sais pas s'il est là, Pierre. Oui, il est là. Oui. On va enchaîner après avec Pierre. Effectivement, tu parlais du décalage des échéances automatiques. Ouais. Dans un premier temps, pour la partie prêt de trésorerie, quel est comment on peut accéder au dispositif, vers qui on s'adresse, comment on s'organise? Alors, vous avez un site qui est dédié à toutes les demandes auprès de BPI France, qui s'appelle BPI France en ligne. Donc, il est accessible à tout le monde. Il suffit de vous connecter dessus, BPI France en ligne. Et là, vous pouvez déposer votre demande qui est liée, alors je crois que ça s'appelle soutien Covid-19, et vous pouvez indiquer votre besoin. On vous demande quelques renseignements très très succincts sur les coordonnées de l'entreprise, éventuellement quelques informations financières. Et voilà, indiquez-nous le besoin lié à ça. Et puis on vous recontacte derrière parce que toutes les demandes qui passent par cette plateforme, évidemment, on les reçoit, on les regarde et on les affecte à du personnel au sein de BPI France qui vous rappelle pour aller plus loin avec vous. Voilà, et on a déjà commencé à mettre en place ces prêts à tout. Rien qu'aujourd'hui, je pense qu'on en a au moins une dizaine, rien que là ce matin. Donc voilà, c'est quelque chose qui a démarré fin de semaine dernière et sur lequel on est très très actif. Ok. On avait reçu une question j'en profite, par rapport à BPI. Le report auprès de BPI d'emprunt en cours risque-t-il pas de bloquer de nouvelles demandes de financement? Non. Le report automatique des échéances qui sont chez BPI France, donc c'est une décision qui est la nôtre. Donc ça ne bloque rien, bien au contraire. Et ça n'a aucune incidence pour l'entreprise. Parce que c'est vrai que quand une entreprise demande des reports d'échéance ou des choses comme ça, alors c'est pas que ça rentre en contentieux tout de suite dans la maison, mais évidemment que non. Mais il y a des alertes malgré tout, parce qu'on dit c'est que ça va pas très bien, il y a un souci, il y a quelque chose, donc on fait attention.
Non, là, il n'y a aucune incidence sur le traitement qu'on pourra faire derrière des demandes de l'entreprise. Ok. Est-ce que tu as d'autres précisions dans un premier temps ou on va laisser les questions peut-être arriver? Il y aura d'autres outils qui vont se mettre en place. J'en parle pas aujourd'hui parce qu'on est vraiment en cours de construction avec l'État, le Trésor, etc. Et qui seront véritablement à destination des startups. Donc là-dessus, je pourrais en dire plus la semaine prochaine, puisqu'on aura des solutions de prêt et des solutions d'OC qui seront dédiées aux startups. Ok. On va peut-être enchaîner avec Pierre Turiani sur la région et notamment, on a évoqué le prêt rebond et peut-être d'autres dispositifs. Est-ce que tu nous entends? Je ne suis pas sûr que le micro fonctionne. Delphine, est-ce que tu peux lui envoyer le numéro de téléphone pour qu'il se connecte par téléphone? Peut-être qu'il a un souci de micro. A priori, on va envoyer. En attendant, peut-être voir Sylvie, est-ce que tu es avec nous? Parce qu'on a évoqué Oui, je suis là. les reports de charges les reports Report de crédit. de crédit de la part de BPI. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des banques du secteur privé plus classique? Alors, nous, en ce qui nous concerne, mais je crois que la majorité d'établissements bancaires vont adopter la même stratégie. Report de 6 mois des échéances de prêt. Alors, quasi automatique. Donc, on conseille de se rapprocher, bien entendu, de son chargé d'affaires. Augmentation des lignes de court terme ou une nouvelle autorisation pour aller sur la garantie BPI dont Pierre-Alain vient de parler. Tout ce qui concerne les crédits baux, également report automatique de toutes les échéances. Et la location longue durée, nous c'est se rapprocher de son conseiller bancaire. Et pour un peu rebondir sur ce que disait Pierre-Alain, il y a le prêt garanti par l'État qui devrait, on a quelques infos, mais il devrait sortir demain normalement. Donc, prêt garanti par l'État à hauteur de 90% de mémoire jusqu'à un montant de chiffre d'affaires de 5 milliards. Donc, il y a de la marge. Le montant du prêt, c'est 3 mois de chiffre d'affaires. Sauf évidemment pour comme disait Pierre-Alain, un peu les startups ou les entreprises qui n'ont pas de bilan encore, ce sera plutôt sur le montant de la masse salariale. Avec un différé de 12 mois et le prêt peut être ensuite transformé en amortissable s'il n'est pas remboursé par anticipation. Donc le process qu'on a pour l'instant, c'est que les clients doivent prendre contact avec leur banquier. Ensuite, il y aura une plateforme BPI pour obtenir un numéro sur lequel le client devra se connecter pour communiquer ce numéro de dossier à son banquier ou à ses banquiers. Et ensuite, le contrat de prêt se mettra en place. Donc, nous, évidemment, on est en signature à distance pour tous les prêts qui vont se mettre en place. Au niveau du coût, a priori, ce sera seulement la garantie de l'État qui sera réglée par les clients. Donc voilà ce que je peux dire, nous, sur les dispositifs mis en place. Sur les garanties au niveau bancaire, c'est quel taux sur les dispositifs Sur lequel? Sur le prêt garanti par l'État? Oui. Alors, de mémoire, 0,25 ou 0,50. Et la partie garantie par l'État, elle représente quel pourcentage? Parce que BPI, j'ai vu que ça montait jusqu'à 90%, c'est ça? Eh ben, jusqu'à 90% également. Ok, donc c'est le même. Oui, non, c'est pas tout à fait pareil, sachant que c'est. Alors, si je ne m'abuse, Pierre-Alain, tu m'arrêtes si je me trompe, bien sûr. BPI plafonne pas à 3 mois de chiffre d'affaires, enfin, c'est pas une des conditions d'éligibilité. Et qui plus est, le prêt garanti par l'État ne prendra en compte pour calculer les 3 mois de chiffre d'affaires que ce qui est fait en domestique et pas ce qui est fait à l'export.
À mon avis, ce sont deux dispositifs qui sont pas forcément complémentaires, mais ou l'un ou l'autre, suivant les critères d'éligibilité. Oui, effectivement, ça peut être ou l'un ou l'autre, ou et l'un et l'autre. Oui, Voilà, les deux sont faisables. Sachant que nous, côté BPI France, on essaie au maximum d'entraîner les banques avec nous quand bien on sûr. intervient. On essaie d'entraîner les banques comme on essaie d'entraîner tous les investisseurs aussi. On ne souhaite pas que les investisseurs se désengagent des promesses qui ont pu être faites ces derniers temps et retardent leurs investissements. On Oui. souhaite vraiment que le système se maintienne au maximum. Donc, quand on intervient, on souhaite qu'il y ait cet effet d'entraînement. C'est important. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, Pierre-Alain, qui est super important, notamment dans le milieu de l'innovation, évidemment. On constate quand même, mais vu ce que je lis et les dossiers qu'on a en cours, que les investisseurs stoppent un peu quand même, hein. Pas les dossiers qui étaient engagés, ça risque de retarder les closings, faut pas se leurrer. Et sur les nouveaux dossiers, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Ok, on avait une question qui nous était arrivée aussi, Pierre-Alain Truand. Quelle est la différence entre les prêts moyen terme, long terme contre garantie par la BPI à 90% et le prêt sans garantie cofinancé par la BPI? Je suis pas sûr de comprendre la question en fait. Je pense que quelqu'un qui demandait quelle est la différence entre, a priori, les prêts qui sont garantis à 90% et un prêt qui serait un prêt qui nécessiterait pas de garantie. Les prêts classiques de BPI France. Oui. En fait, on n'est pas à 90% de garantie sur les prêts sans garantie classiques. C'est ça, surtout. Le maximum, là, aujourd'hui, c'est sur la garantie, c'est 90%. Il n'y a pas d'autres dispositifs qui existent à 100%. Non. Non, là, c'est 90%, ce qui est déjà énorme. Oui. L'air de rien. Donc, non, on est là-dessus. On est vraiment sur des prêts spécifiques crise. Voilà, ils sont vraiment tagués crise. On peut monter jusqu'à 90%. On n'est pas obligé d'aller à 90%, mais on peut le faire en fonction de la demande de la banque. Voilà, c'est possible de le faire. On peut s'arrêter à 70, à 50, en fonction aussi du besoin, de la santé financière de l'entreprise, etc. Est-ce que Pierre Turiani, est-ce que le micro fonctionne? J'ai envoyé par mail les informations pour rejoindre par téléphone, si besoin. A priori, non. Tant pis. Est-ce que tu peux nous parler du pré-rebond, Pierre-Alain? Ouais, du coup, je vais en dire un mot. Alors, c'est encore en cours de construction, donc il faut prendre ça avec prudence. Ça aurait été Pierre j'espère que Pierre pourra compléter. Donc, le prêt rebond, c'est un prêt qui est soutenu par les régions. Voilà, les régions qui mettent beaucoup d'argent sur la table pour soutenir l'économie locale. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on est aussi sur le financement de trésorerie, donc lié à la conjoncture, évidemment, sur l'augmentation du BFR générée par cette conjoncture. Donc, on s'adresse aux TPE et aux PME. On n'ira pas au-delà de ça. Même chose avec des entreprises qui ont au moins 12 mois de bilan. Et ça concerne à peu près tous les secteurs d'activité, y compris le secteur agricole à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires. Dans les montants, on va être entre 10 000, donc on commence plus bas que le prêt à tout, on était à 50, là il y a un plancher à 10 000 euros et on pourra aller a priori jusqu'à 300 000. D'accord? Donc ça dépend des régions. Mais je crois qu'en région Bourgogne-Franche-Comté, on est parti là-dessus, entre 10 000 et 300 000 pour la région Bourgogne-Franche-Comté, toujours dans la limite des fonds propres de l'entreprise. On devrait être sur une durée de 7 ans
avec un différé d'amortissement capital de 2 ans. Et le prêt est donc garanti à 100% par la région. D'accord. Voilà. Bon, il y a encore des... On n'a pas tout, on n'a pas tous les éléments. A priori, on devrait être sur un taux. Alors, pareil, il faudra confirmer ça par la région. Prenez ça avec des pincettes et beaucoup de prudence. Hein. Qui sera au maximum de 1, quelque chose, 1,12 peut-être pour cent. Probablement le taux maximum, mais voilà, avec prudence quand même, on est en train de utiliser les choses avec la région. A priori, Pierre est connecté par téléphone. Je ne sais pas si il peut. Normalement, en appuyant sur 6, sur la touche 6, je crois, pour activer le téléphone. Ce que me dit Delphine. En tout cas, on le voit pianoter, le Pierre. Quelqu'un sait lire sur les lèvres en même temps et puis nous dire ce qu'il dit? Fais des signes, écris sur un panneau, Pierre. Bon, tant pis. Donc le prêt rebond, il devrait être opérationnel, je pense, d'ici la fin de la semaine. Si tu es d'accord, Pierre, tu fais des grands oui avec la tête. Oh, à peu près, il est à peu près d'accord. Voilà, donc ce sera intéressant du coup pour la région et pour nous de pouvoir mixer du prêt rebond, du prêt à tout, sachant que pour toutes les demandes qui seront inférieures à 300 000 €, on va privilégier le prêt rebond régional pour ensuite aller chercher le prêt à tout sur les plus gros montants. Et vous avez également le prêt avec la garantie directe de l'État dont a parlé Sylvie aussi. Donc les choses peuvent se cumuler ou pas. Enfin voilà, ça dépend de l'entreprise, de la taille, du besoin, voilà, de plein de choses. Ok. Je ne sais pas si Pierre arrive ou pas à se connecter, soit par téléphone, soit par visio. Normalement, il y a un numéro de téléphone pour pouvoir se connecter directement par téléphone. Je ne sais pas si je l'ai envoyé par mail. Est-ce que tu l'as reçu, Pierre? Ah, a priori, il y en a quelqu'un qui s'est connecté. Bon, décidément. Attends, je vais essayer un truc. Je ne sais pas si c'est possible. Je vous demande une seconde. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Alors, Ouais, c'est compliqué. Hein. On va faire le système D. J'espère que vous l'entendez. Je vais mettre en haut. Vous m'entendez? Je vais arrêter la téléconf. Oui, bah sinon on te voit. Hein, donc, on t'écoute. Alors, désolé pour ces problèmes techniques, mais jusqu'à présent, tout a fonctionné, que ce soit en visio et en téléconf. Bon, là, je sais pas ce qui se passe. Bon, c'est pas grave. Donc, Pierre-Alain, merci d'avoir, au pied levé, donc, présenté les éléments du pré-rebond. Hein, donc, effectivement, une collaboration avec
la région Bourgogne-Franche-Comté avec BPI, donc sur la mise en place effectivement de ce dispositif. Je crois que Pierre-Alain a dit pas mal de choses déjà, donc simplement quelques précisions sur notamment les conditions de mise en œuvre. Donc enfin, on est sur des prêts de 10 000 à 200 000 euros. On n'est pas sur le plafond national, 300 000 euros. En Bourgogne-Franche-Comté, on serait plutôt sur 200 000 euros. Donc l'idée, bien évidemment, c'est du financement donc de besoin de fonds de roulement pour les entreprises. En ce qui concerne le taux, donc c'est bien 1,12, comme tu l'indiquais, Pierre-Alain. Et donc un élément important, donc c'est l'exigence en fait d'une contrepartie de prêt bancaire. L'idée du dispositif, c'est bien aussi de mobiliser donc les banques pour effectivement avoir un effet levier maximum, voilà, pour financer donc les besoins de l'entreprise. Alors jusqu'à 30 000 euros, on sera moins exigeant sur la contrepartie. Donc on pourra éventuellement déroger à l'exigence de prêt bancaire, mais toujours avec l'objectif d'aller systématiquement rechercher une contrepartie bancaire. Donc c'est quand même important. Et donc une possibilité de garantie donc sur la contrepartie bancaire. Alors, en ce qui concerne les secteurs d'activité éligibles, ce sont tous les secteurs d'activité, hormis donc les entreprises individuelles, et on y intègre également les associations qui sont sur les activités donc marchandes en fait. Entreprise de plus d'un an d'existence, je crois que tu l'avais dit, Pierre-Alain, et puis pas de garantie donc personnelle sur le dirigeant. Voilà, donc pour le pré-rebond, donc, je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à ce qu'a présenté déjà Pierre-Alain et les précisions que je vous ai apportées. Peut-être très concrètement, je suis une entreprise, comment je fais pour faire la demande par le dispositif classique, le site de la région? Comment ça marche? Non, c'est via BPI. Voilà. Donc on va effectivement la présidente de région va envoyer effectivement un courrier donc très très rapidement à BPI pour effectivement qu'on puisse mettre en place cette collaboration, et puis ensuite effectivement l'opérateur BPI sera l'interlocuteur de l'entreprise. C'est bien ça, Pierre-Alain? Oui, c'est exactement ça. C'est tout géré par BPI France, mis en place par BPI France. Donc le contact, effectivement, il est chez nous, et vous pouvez passer par la même plateforme dont j'ai parlé tout à l'heure, BPI France en ligne, pour faire votre demande, ou bien appeler directement le contact BPI France que vous avez, si vous avez déjà un contact chez nous, bien entendu. Et je te confirme que la dernière information que j'ai, c'est que c'est à la signature de ta présidente, Pierre. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est le pro-rebond. Ensuite, au niveau de la région, donc il y a donc nous mettons en place ce qu'on appelle des avances remboursables, des prêts à taux zéro, qui ont des avances remboursables. Donc il a été décidé donc d'un report systématique pour l'instant à 6 mois de toutes les échéances de remboursement en cours, des avances remboursables pour les entreprises qu'on a financées donc dans le cadre des différents dispositifs, que ce soit création de transmission, investissement matériel, plus tout ce qui est financier dans le cadre des services de TPE, très petites entreprises. Et donc repère systématique à la demande des entreprises quand même, parce qu'il faut qu'il y ait une demande, mais c'est le principe d'un rapport systématique de 6 mois, donc de ces échéances, sachant qu'il s'agit des séances trimestrielles, donc pour nos avances remboursables. Donc là, c'est des choses qui sont en train d'être mises en place. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un deuxième élément. Sur le reste, en ce qui concerne le fonds de garantie régional, alors je ne sais pas si Pierre-Alain t'en avait parlé, que nous sommes partenaires avec BPI, donc l'idée c'est de prendre en compte en fait toutes les rééchelonnements d'échéances pour en ce qui concerne effectivement c'est le fonds de garantie. C'est bien ça, Pierre-Alain? Vous m'entendez? Oui.
Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le temps que je rallume le micro, c'est bon. Oui, oui. Ok. Alors après, effectivement, pour la région, c'est pour l'ensemble des entreprises qui ont des marchés avec nous, c'est de payer les marchés le plus rapidement possible, bien évidemment. Et puis nous, de verser les subventions qui sont à verser. Ça, c'est une évidence. Hein. C'est vraiment une priorité. Il y a un dispositif, je pense que vous en avez entendu parler, c'est le fonds de solidarité. Alors, c'est vrai que le fonds de solidarité national, hein, donc c'est un dispositif qui est abondé donc par l'État à hauteur de 1 milliard d'euros et sur lequel effectivement les régions vont abonder donc à hauteur de 250 millions d'euros. Donc c'est un fonds ce dispositif fonds de solidarité donc cible essentiellement donc les très petites entreprises attendez, je vais rechercher un peu les éléments d'information parce que excusez-moi, hein, je reprends mes notes. On a eu tellement d'informations là ces derniers jours et effectivement, je préfère reprendre le document pour éviter de vous dire des bêtises. Pendant que tu regardes, là, pour les dispositifs prêts à taux zéro, etc., ça reste des dispositifs sur lesquels on doit passer par le site de la région? Absolument. Pour les demandes de rapport? Non, tu parlais des dispositifs existants de prêts à taux zéro ou de... Ah oui. Donc là, effectivement, on reste encore sur le... de toute façon, ces dispositifs sont ouverts. Hein. Ils sont pour l'instant, ils sont dans leur... les modalités d'accompagnement sont les mêmes qu'avant la crise. Après, effectivement, donc il y a un travail qui va être fait aussi pour voir comment... en fait, on a des dispositifs pour les entreprises en pré-difficulté. On a ce qu'on appelle déjà la possibilité de mobiliser donc un conseil qui est payé donc à 100% par la région pour faire un diagnostic financier dans une entreprise en difficulté. Et ensuite, on a ce qu'on appelle une avance remboursable entreprise en prédifficulté, dont l'objet effectivement est d'intervenir donc à hauteur de 200 000 euros maximum en contrepartie d'une intervention de la banque ou de l'actionnaire ou des deux à même hauteur. Donc, alors c'est un dispositif qui a été mis en place il y a quelques années, donc dans le cadre, je dirais, d'une situation normale. Alors peut-être qu'effectivement, on va travailler dessus pour voir comment on l'adapte, je dirais, aux circonstances et aux besoins qui vont, je dirais, apparaître au fil des jours et des semaines. Sachant qu'effectivement, pour l'instant, l'objectif de la région, c'est vraiment par rapport à, je dirais, aux dispositifs qui ont été mis en place par l'État, qui sont quand même très très conséquents, donc par le biais notamment de son opérateur BPI. C'est nous, la région, les régions d'ailleurs, hein, je dirais, de s'appuyer sur ces dispositifs et je dirais, à la fois les abonder dans la mesure du possible. Donc là, on est vraiment sur la gestion de crise. Et ensuite, il y a un deuxième enjeu, c'est la reprise. Comment on va accompagner les entreprises dans le cadre de la reprise. Et là, effectivement, pour l'instant, il n'y a rien qui est décidé, mais on va être amené, je dirais, à mettre en place ou à travailler sur nos dispositifs pour les adapter aux besoins qui vont se faire sentir, notamment à la fin au moment de la reprise. Voilà, donc ça c'est, je vais replacer un peu le tableau général. Et donc c'est pour ça que je disais effectivement ce dispositif avance remboursable pré-difficulté, voilà, peut-être qu'effectivement on va le faire évoluer, l'adapter aux circonstances à venir. Voilà. Au niveau des délais de traitement pour les dispositifs région, est-ce que il y a une évolution ou est-ce que ça suit le schéma habituel classique? Non, ça suit le schéma habituel. Hein. Donc aujourd'hui, on est opérationnel. Hein. Bon, toutes les équipes, on est tous en télétravail, mais c'est pas grave. Hein. Ça fait un moment déjà qu'on travaille sur pas mal beaucoup en dématérialisé. Donc effectivement, on peut effectivement faire avancer les dossiers sans difficulté. La seule difficulté aujourd'hui, c'est la réunion des instances régionales, qui vont continuer à se réunir, hein, mais aujourd'hui qui sont obligés de s'organiser de manière un peu différente compte tenu des
des contraintes sanitaires, hein, parce que par exemple l'assemblée plénière peut pas se réunir puisqu'il y a 100 conseils régionaux dans les conditions actuelles. Donc ils sont en train d'adapter les choses. Donc c'est vrai que les calendriers sont un peu décalés, mais ça, voilà, on reste effectivement sur des instances de décision qui vont se tenir quasiment normalement. Un peu décalé quand même, mais quasiment normalement, donc avec un processus de décision qui va pas être trop bouleversé, je dirais, en termes de délai. Voilà. Okay. Et voilà. Et donc oui, alors je voulais le fonds de solidarité, effectivement, donc dispositif mis en place par l'État, abondé par les régions. Donc là, on est sur très petites entreprises indépendantes. Hein. Donc là, c'est un dispositif qui vise surtout les secteurs qui sont très très impactés, même avant effectivement les mesures de confinement. Tout ce qui est commerce de détail, hébergement, restauration, les activités culturelles, les événements, toutes les entreprises qui travaillent autour d'événementiel et également certains transports d'entreposage, etc. Et donc, alors aujourd'hui, effectivement, jusqu'à présent, effectivement, c'était ciblé sur certains secteurs d'activité. Il semblerait que ce dispositif soit beaucoup plus largement ouvert. Mais là, pour l'instant, on attend les directives de l'État. Hein, c'est encore un dispositif qui n'est pas calé, hein, mais voilà, qui devrait être calé d'ici peu de temps. Par contre, ce dispositif, il est intéressant dans la mesure. Donc, c'est les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million d'euros et dont l'effectif est inférieur à 10 salariés. Alors, c'est un dispositif qui intervient en 2 temps. Une première aide, donc pour les entreprises qui ont fait l'objet de fermeture sur décision administrative, et donc ou des entreprises qui ont subi une perte de chiffre d'affaires sur la période comprise entre le 1er mars et le 31 mars 2020 par rapport à l'année précédente. Donc, pour l'instant, effectivement, on est sur des critères qui sont liés à 70% de chiffre d'affaires, de perte. Donc, aujourd'hui, peut-être, alors, il y a une discussion aussi par rapport à ce pourcentage de perte de chiffre d'affaires, hein, puisqu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont été impactées à partir de la mi-mars. Donc, 70% de perte du chiffre d'affaires, c'est pas forcément toutes ces entreprises qui ont perdu 70% sur le mois de mars. Voilà, donc ça c'est un premier sujet. Donc là-dessus c'est pas encore calé, hein, mais bon. Et donc là, sur ces entreprises qui soit répondent donc aux critères de fermeture par une décision administrative ou pour l'instant perte donc du chiffre d'affaires à hauteur de 70%, elles pourront donc être accompagnées donc par un dispositif d'aide à hauteur de 1 500 €. Donc ça c'est une première chose. Et ensuite, lorsque les entreprises qui sont déjà dans le dispositif étape 1 rencontrent des problématiques de financement de leur trésorerie, et notamment celles qui sont fait refuser un prêt ou voilà, et ces entreprises pourront bénéficier d'une aide supplémentaire de 2 000 €. Voilà. Voilà. Alors, pour l'instant, je vous donne les grandes lignes du dispositif parce que pour l'instant, il n'est pas encore déjà fixé dans ses modalités définitives, hein, puisqu'on attend effectivement un décret. Mais sachez qu'effectivement, il y a ce dispositif de fonds de solidarité. Hein. Alors, a priori, il ne concerne pas trop la filière numérique, mais bon, à voir effectivement par rapport effectivement à l'expansion des secteurs d'activité qui sont prévus dans le cadre du dispositif. Et ça, je transmettrai les éléments à Delphine au plus tôt. Dès l'instant, on aura des choses qui seront figées entre guillemets. Voilà. Ok. Merci. Donc, si je résume sur la partie banque finance, donc le site BPI France en ligne pour accéder à tous les dispositifs de prêt de trésorerie, prêt à tout, prêt rebond, etc. Le site de la région pour les dispositifs plus classiques qui continuent à fonctionner. Voilà. Et puis ces dispositifs qui attendent la sortie des décrets qu'on devrait avoir d'ici, je pense, demain pour aller plus loin sur le fonds de solidarité, etc. Et puis les banques, de la même manière, en parallèle, comme nous expliquait Sylvie de la Caisse d'épargne, pour les prêts et pour les prêts avec des garanties de l'État, etc., également en parallèle. Merci. Je vais laisser la parole à Benoît Paris du cabinet CAPEC, pour évoquer notamment les questions qui nous sont revenues régulièrement sur le paiement des charges et de l'impôt
et également sur le fait de ne pas pouvoir forcément honorer ses dettes, les différents dispositifs qui peuvent exister à ce niveau-là. Est-ce que Benoît, tu m'entends? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est bon, super. Bien, bonjour à tous. Ouais, alors il y a eu pas mal de dispositifs qui ont été mis en œuvre là, ces derniers jours par rapport aux entreprises. Pas mal de mécaniques de report. Ce qu'on vient de dire, il y a un certain nombre aussi de textes qui sont en attente de publication de décrets. Normalement, on devrait avoir un lot de décrets demain dans la journée. Donc, ça viendra préciser pas mal de dispositifs. En attendant, qu'est-ce qui a déjà été fait, que la plupart d'entre vous ont certainement déjà mobilisé, bah, c'est au niveau des cotisations sociales, des reports de paiement URSSAF, caisse de retraite. Alors sur les URSSAF, ça a été anticipé par les URSSAF en nous permettant parce que les annonces sont arrivées autour du 12-13 mars, donc pour pas mal d'entreprises, on avait déjà enclenché les paiements des cotisations sociales au 15 mars. Donc les URSSAF ont mis en place un dispositif permettant de revenir dessus, d'annuler ces déclarations-là et de mettre des paiements à zéro. Être attentif quand même sur vos comptes bancaires. On a rencontré des situations où, malgré le fait qu'on avait mis des paiements à zéro, des entreprises se sont retrouvées prélevées. Donc, à bien vérifier que vous ne soyez pas prélevé de vos cotisations URSSAF qui ont été reportées. Et si ce n'est pas le cas, reprendre la tâche soit avec votre banque, soit directement avec les URSSAF pour obtenir un remboursement. Sur les caisses de retraite, même démarche. C'était pas une mécanique automatique comme pour les URSSAF. Donc, à prendre attache directement avec les caisses de retraite pour reporter ou demander remboursement de ce qui aurait pu être payé. Ça, c'est sur la partie sociale. Sur la partie impôt, il y a eu beaucoup de choses qui ont été entendues et dites sur ce point-là, notamment tout un sujet autour de la TVA. Est-ce que ça rentrait ou pas dans le champ des impôts qui rentraient dans les dispositifs de report. Là-dessus, l'État a été très clair. La TVA étant un impôt indirect, il ne pouvait pas bénéficier de la mécanique de report. Donc, n'étaient concernés par ce report que les acomptes d'impôt société, les taxes sur les salaires, et puis dans le cas où vous êtes en contrat de mensualisation, tout ce qui est lié à la CFE ou à la taxe foncière. Alors, pour un certain nombre d'entreprises qui se retrouvent malgré tout avec des trésoreries extrêmement compliquées, avec des montants de TVA importants à payer, la démarche n'était pas d'aller chercher ce report, mais de faire une saisine du CCSF pour demander un report à titre exceptionnel, travailler cas par cas. Voilà, mais là-dessus, l'État a été très précis sur ce point-là, donc à regarder ce qui a été fait ou pas. Sur les acomptes d'IS, on était à la même problématique. Un certain nombre d'acomptes d'IS avaient déjà pu être au 13 au 14 mars enclenchés, donc déjà prélevés, ou en tout cas le prélèvement lancé. Donc là, c'est prendre attache également avec les impôts pour demander le remboursement. Ils sont engagés à le faire. Donc là, tous les dispositifs, c'était valable au 15 mars. Pour les cotisations sociales, pour les plus grosses entreprises, plus de 50 salariés, il y a des échéances au 5 avril. Elles retrouveront dans les mêmes dispositifs. Donc là, on a un peu de temps pour les préparer. Valable sur mars, sur avril, pour l'instant, pas d'infos si ces dispositifs-là vont se prolonger. On peut l'espérer, puisqu'on a bien compris que les difficultés rencontrées au mois de mars seront a priori les mêmes pour le mois d'avril. Et pour les entreprises qui pourraient bénéficier de crédits d'impôt, là également, il faut prendre attache avec le service des impôts, puisqu'on peut demander le remboursement immédiat d'un certain nombre de crédits d'impôt qui sont généralement versés plus tard, puisqu'elles sont versées après la liquidation d'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, impôt société. Autre élément, c'est lié plutôt aux dirigeants d'entreprise. Deux éléments, c'est à titre personnel, vous allez certainement avoir une baisse de vos revenus. Donc bien penser à aller sur le site également, sur vos comptes fiscaux personnels pour prévoir une modulation de vos acomptes de prélèvement à la source à la baisse pour anticiper cette baisse d'acompte. Et de la même manière, au niveau de vos cotisations sociales, URSSAF pour tous les indépendants, bien prévoir une demande de modulation à la baisse des revenus pour que les échéanciers de cotisation soient également ajustés sur les mois qui viennent. Autre élément, alors, il était également annoncé pas mal de dispositifs par rapport à l'eau, par rapport au gaz, par rapport à l'électricité, avec des reports de paiement. Donc là, il faut bien faire les demandes auprès des organismes. Il y a également eu un engagement pris par le président Macron d'un report des loyers. Alors là, c'est plus compliqué, puisque les loyers, dans la plupart des cas, on est quand même sur des bailleurs privés qui eux-mêmes ont potentiellement un financement à assurer en face. Donc là-dessus, et surtout, l'État n'a pas à ce jour la possibilité de contraindre le bailleur à reporter ses loyers. Donc il faut avoir un échange directement avec votre bailleur si vous êtes dans cette situation-là pour voir avec lui quelles sont les modalités. Sur les premiers retours qu'on a, on a quand même un certain nombre de bailleurs qui sont entre guillemets arrangeants ou compréhensifs et qui vont essayer de trouver des dispositions avec vous
pour permettre d'étaler, reporter, faire des efforts pour vous permettre de passer ce cap-là. Pour tous les autres fournisseurs, rien n'est prévu. Ce qu'on commence quand même de voir, c'est un certain nombre de nos clients qui, de manière systématique, font opposition à tous les prélèvements, à tous les règlements. Nous, au niveau des experts comptables, ce n'est pas notre recommandation. L'approche est plutôt de dire, voilà, tout ce qui est partenaire privé, vos fournisseurs stratégiques qui vont être nécessaires pour vous pour relancer votre activité quand on va sortir de cette période-là, il faut en assurer le paiement. Si on commence à bloquer l'intégralité de l'économie en bloquant systématiquement le paiement de tous les fournisseurs privés, on risque de compliquer la situation et d'avoir encore plus d'entreprises en difficulté à la sortie. Donc, décaler tout ce qui a été mis en place, travailler sur les impôts, travailler sur les charges sociales, travailler effectivement sur l'eau, le gaz, l'électricité, où là, il y a eu des mesures mises en place, travailler au niveau des banques, on vient de faire le tour de tous les dispositifs, également, voilà, les banques très facilement aujourd'hui suspendent les prêts, mais dans la mesure de vos possibilités, continuez de payer les fournisseurs avec lesquels vous avez besoin à l'avenir de continuer à avoir des relations, et voilà, essayez de privilégier réellement ces dépenses-là. Je ne reviens pas ensuite sur l'aide, sur l'aide de 1 500 euros, elle a été présentée. Simplement, il faudra être attentif. Ça sera à partir du 31 mars qu'il y aura une demande en ligne. Sur les infos qu'on a, les demandes semblent être relativement simples dans le contenu, puisqu'il faudra indiquer, voilà, vérifier qu'on rentre bien dans les conditions d'éligibilité. Et puis, un dernier point, alors je ne vais pas m'étendre dessus, c'est lié au chômage partiel, puisque je crois que vous avez une réunion cet après-midi sur ce sujet-là. Simplement, à savoir qu'aujourd'hui, on a énormément de délais, on va dire, de traitement et de saturation de la demande au niveau de la directe. Donc, les créations de comptes mettent beaucoup de temps, donc il faut bien l'anticiper. C'est pour ça qu'on a mis en place, il y a eu un délai de 30 jours rétroactifs pour laisser le temps à toutes les entreprises de faire les demandes. Donc, ne soyez pas surpris si vous n'avez pas eu de retour. C'est la situation de quasiment toutes les entreprises. Il est déjà très compliqué de se connecter au site. Et au moment où vous pourrez faire votre demande de chômage partiel, une chose importante, c'est de bien justifier le motif de la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une demande qui est de dire coronavirus, donc je demande le chômage partiel, la demande risque d'être refusée. Il faut mettre en avant des éléments factuels en disant, voilà, il y a une baisse d'activité, mes fournisseurs ne m'apportent plus, enfin, je ne peux plus m'approvisionner en marchandises, j'ai moins de demandes clients, il faut apporter au moins un tout petit peu d'éléments factuels pour justifier de cette demande-là. Voilà un peu sur les dispositifs existants aujourd'hui. Ensuite, il y aura la phase 2. La phase 2, évidemment, c'est tout ce qui était présenté. C'est d'aller retourner chercher du financement complémentaire, du financement de trésorerie. Ça sera nécessaire. Il faudra le faire, même si aujourd'hui, vous avez de la trésorerie, vous dites que ce n'est pas forcément utile. Moi, la recommandation, c'est de dire allons chercher la trésorerie qu'on peut avoir besoin. Si demain, si on ne l'utilise pas, tant mieux, on la remboursera à l'échéance ou de manière anticipée. Mais il vaut mieux anticiper cette trésorerie et l'avoir en sécurité, puisque la relance risque d'être longue. Même si on sort du confinement en avril ou en mai, l'été va passer par là et le temps réellement que l'économie, que la machine se remette en route, on en a jusqu'en septembre. Donc avant septembre, voilà, il risque d'y avoir des échéances et des salaires à payer, des charges à faire face. Donc voilà un peu le panorama d'ensemble et les quelques infos et recommandations que je peux vous donner ce matin. Merci, tu as répondu à pas mal de questions. Il y avait différentes questions, mais concrètement, aujourd'hui, sur les reports de charges d'URSSAF, etc., la démarche très précise, très concrète, qui doit être mise en place. Oui. Vers qui s'adresser Aujourd'hui, pour les échéances au 15 mars qui auraient été prélevés alors qu'on souhaitait bénéficier du report, c'est prise de compte. Alors, deux possibilités, c'est soit la banque a encore la main pour rejeter le prélèvement, et auquel cas c'est le plus rapide. Deuxième option, c'est de prendre la place directement avec les URSSAF. Donc après, si vous déléguez votre partie sociale à un cabinet comptable, c'est de se rapprocher de votre cabinet comptable pour qu'il vous accompagne dans les démarches. Mais autrement, très concrètement, c'est de prendre attache avec les URSSAF, avec les caisses de retraite, pour demander un remboursement de ces échéances-là. sur celles qui ont déjà été prévues. Okay. Pour celles qui ont déjà été prélevées. Puisqu'aujourd'hui, c'était au 15 mars. Après, il reste l'échéance au 5 avril. Là, au 5 avril, c'est au moment de la déclaration directement où on fait le déclaratif, on va dire entre guillemets normal, mais au moment du paiement, on fait un paiement à 0. Sur les fournisseurs, donc tu disais que vous recommandiez de ne pas tout bloquer. Si une entreprise ne peut pas honorer ses dettes, qu'est-ce que vous recommandez sur
justement ces échéanciers, sur la Ouais, alors, médiation, qu'est-ce qui, dans la, selon vous? dans la démarche, effectivement, c'est dire, il y a deux cas. Il y a l'entreprise qui va disposer de trésorerie et qui, par principe, va essayer de reporter en disant on ne sait jamais, je me sécurise, donc je vais arrêter de payer mes fournisseurs, on verra plus tard. Ça, la démarche pour nous, elle n'est pas bonne. C'est dire non, si vous pouvez payer un certain nombre de fournisseurs, ne mettez pas vos fournisseurs en difficulté, surtout si vous avez la capacité de trésorerie à faire face, jouez le jeu. Pour celles qui, effectivement, sont déjà en difficulté de trésorerie, qui ne peuvent, de fait, pas faire face à ces échéances-là, il y a effectivement à voir avec vos fournisseurs, avec vos partenaires des reports. Simplement, c'est d'avoir un échange avec eux. Ce n'est pas d'imposer la situation en rejetant les prélèvements, mais c'est d'avoir un dialogue avec eux pour trouver une manière à l'amiable de répartir cette dépense-là. Elle sera payée. Et voilà, surtout ne pas faire le mort et se dire je décale tout et puis on verra bien comment ça se passe. Donc, c'est de l'échange en premier temps à l'amiable. Après, il y a des dispositifs de médiation qui sont possibles entre entreprises en cas de difficulté et en cas de non-entente sur ce type de sujet. Mais à minima, commencer par avoir un dialogue. Dans le pire des scénarios, est-ce que je dois basculer directement en procédure de prévention? La difficulté, c'est que à ce jour, la consigne a été donnée de ne plus ouvrir de dossier de procédure d'entreprise en difficulté, puisque là, l'État dit que de toute façon, toutes les entreprises sont potentiellement en difficulté. Donc, il y a un gel de toutes les procédures à venir, toutes les procédures, que ce soit sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire. Il y a un gel qui a été demandé aux tribunaux de l'ouverture de ces procédures-là. Donc, dans tous les cas, pour l'instant, on ne peut pas agir à ce niveau-là. On a une question de Gilles Cassotti de l'agence de développement de Nord-Franche-Comté. Il nous demande en 2008-2009, on avait mis en place un observatoire des délais de paiement des grands donneurs d'ordre et des organismes publics parapublics. Est-ce prévu, car par expérience, on sait que ce n'est pas toujours réglo dans les deux catégories de payeurs. Alors, aux dernières nouvelles, il y a un dispositif similaire qui devrait être mis en place justement pour mesurer rapidement le respect des délais de paiement. Là, par contre, sur la forme, je n'ai pas encore d'éléments d'informations précises sur sa forme. Mais c'est envisagé. On a également une question de Anne-Gaëlle Arbez de l'AER BFC qui nous demande quelles sont les conditions pour le sujet du report des factures EDF notamment. Et on avait eu les mêmes questions, mais que tu as répondu rapidement sur les loyers. Est-ce que tu as des informations par rapport à ça sur la partie facture EDF eau Pas connaissance de conditions particulières. Le seul élément qui est indiqué là-dessus, c'est un report à l'amiable et donc c'est adresser un courrier directement, enfin un mail ou un appel auprès de vos fournisseurs. Mais il n'y a pas de conditions a priori qui sont indiquées pour les entreprises au niveau de tout ce qui est eau, électricité et gaz. Pour ce qui est des loyers, c'est ce que je disais, on est dans la plupart des cas sur des bailleurs privés, donc là-dessus, il n'y a pas d'éléments, on peut difficilement contraindre un particulier de répondre favorablement, donc ce n'est qu'un échange amiable et puis un accord entre les parties pour trouver une solution à ce niveau-là. Là-dessus, il va falloir également être prudent. Je sais certains d'entre vous justement sont propriétaires. On a des premiers retours de grandes enseignes qui risquent d'essayer de bénéficier un peu du dispositif et de leur position de force, puisqu'il y a déjà des enseignes qui ont adressé à leur bailleur des courriers en leur indiquant que non seulement ils arrêtaient de payer de suite le loyer, mais qu'en plus, ce n'était pas simplement un report, c'est qu'ils ne prévoyaient pas forcément de rembourser ou de payer le décalé dans le futur. Donc ça, c'est des premiers retours qu'on a à terrain qui laissent penser que certaines grandes enseignes, du fait de leur poids financier, vont essayer potentiellement de bénéficier d'avantages non annoncés par l'État. Donc il faudrait être très vigilant également pour tous ceux qui peuvent être propriétaires de murs. Et puis là-dessus, on verra si le gouvernement, à un moment donné, contraint aussi, entre guillemets, à dire que ce n'est pas de l'exonération de loyer, mais bien simplement du report de loyer. Donc, que ce soit le loyer ou les fournisseurs, eau, électricité ou autre, pour l'instant, c'est un amiable, il n'y a pas de dispositif particulier. Il n'y a pas de dispositif particulier. Pour l'instant, c'est courrier amiable. On avait une question, tu l'as déjà évoqué, mais peut-être revenir dessus. On avait une question sur les reports de charges de cotisation qui demandait qu'est-ce que ça concerne précisément, les cotisations patronales ou salariales ou les deux? Alors,
On est sur des cotisations, à titre exceptionnel, on est sur l'intégralité des cotisations. Normalement, il faut toujours payer la part salariale. Là, sur les démarches au 15 mars, on était bien sur l'intégralité des cotisations, y compris la part salariale. Donc, de la même manière, une demande directement, soit en passant par le cabinet. Oui, en passant si c'est délégué, soit directement auprès Voilà. des URSSAF si ça a été prélevé et que vous n'avez pas eu le temps d'agir, ou que vous avez agi mais que ça n'a pas été traité comme il le fallait. Il y a eu des loupés au niveau des URSSAF à ce niveau-là. Merci. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Profitez-en, c'est le moment. N'hésitez pas, vous pouvez écrire soit dans le chat, soit n'hésitez pas à poser la question. Peut-être une précision sur la médiation. Il y a des dispositifs spécifiques, particuliers ou... Alors la médiation, il y a deux types. Il y a la médiation liée au crédit, s'il y a besoin de travailler avec les rachètements bancaires. Donc ça, on verra s'il y a lieu de les activer. Pour l'instant, les banques, donc tous les retours que j'ai sur les banques jouent le jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de questions, ils suspendent les prêts. Il y aura effectivement à voir ensuite, par la suite, quand on va avancer, quand on va repartir, quand l'activité va se relancer, qu'il y aura à rediscuter sur des échelonnements de prêts, effectivement, à voir s'il y a des situations de blocage, ça sera bien pensé à actionner la médiation du crédit qui permet justement d'agir auprès des partenaires bancaires pour essayer de trouver un terrain d'entente entre la banque et le client. Et puis ensuite, il y a un deuxième dispositif qui existe, c'est la médiation des entreprises quand il y a un conflit entre entreprises. Là, la démarche est la même. Donc, il y a je pourrais te renvoyer ici vers l'adresse mail, mais il y a une adresse mail sur laquelle on peut saisir le médiateur des entreprises qui doit, dans les 7 jours qui suivent la date où il est saisi, prendre attache avec les différentes parties pour permettre de trouver un terrain d'entente. Donc ça peut être intéressant, notamment sur l'approche loyer ou sur certains fournisseurs stratégiques où il y aurait besoin de trouver des conditions de report et qu'il n'y a pas d'entente amiable immédiate. Ça peut être également à saisir. Donc là-dessus, je pourrais vous renvoyer, moi, tous les différents liens pour saisir ces organismes-là. Merci. On a une question. Peut-on avoir des renseignements sur les futurs outils en cours de construction en faveur des startups évoqués par M. Truand, Monsieur Truand BPI? Non. Pas encore. Très prochainement. C'est clair. Non, mais parce que pour l'instant, c'est en cours de construction. Donc, je n'ai pas d'informations précises à fournir. Mais je reviendrai vers vous et... On fera un récapitulatif de toute façon. Enfin, vous communiquerez tous les uns les autres, puis on fera un récapitulatif comme on l'a déjà fait, je pense, de l'ensemble des dispositifs une fois qu'ils seront précisés. Ouais. J'ai une dernière question peut-être collective, je ne sais pas qui veut y répondre, ou même, vous pouvez peut-être tous y répondre, mais Pierre-Alain, Benoît, Sylvie, sur la partie stratégie aujourd'hui, quelles doivent être les priorités aujourd'hui pour mon entreprise en termes d'investissement? Comment dois-je réorganiser mon entreprise? Plutôt côté stratégie, est-ce que vous avez des conseils, quelque chose à dire sur cette période, au-delà des dispositifs qui sont mis en œuvre? Qui veut tenter de répondre à cette question? Je vais commencer. Clairement, aujourd'hui, on est dans une période où il n'y a pas on est tous de toute façon dans l'attente, avec une activité au ralenti, voire à l'arrêt total. Et on va avoir à un moment donné un redémarrage de l'activité. Ce qui est important, c'est ce jour-là, il faut avoir la capacité de trésorerie maximum pour pouvoir redémarrer rapidement. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, c'est effectivement aller chercher des dispositifs de financement de trésorerie, c'est une chose, mais c'est également à un moment donné de réussir, on va dire, à entasser en report de trésorerie un maximum tout ce qui est lié à la fiscalité aux cotisations sociales, essayer de créer un maximum de report là-dessus pour redémarrer avec une trésorerie entre guillemets au plus haut le jour où on va pouvoir reprendre l'activité. Donc la priorité aujourd'hui, c'est surtout ne pas dégrader notre trésorerie de manière trop importante, aller chercher tous les dispositifs dont on peut aller chercher et ne surtout aller chercher ces dispositifs de prêts garantis qui sont proposés pour avoir ces fonds de trésorerie supplémentaires à la reprise. Et puis
dernier point, voilà, garder des contacts réguliers avec ses partenaires, puisque c'est pas chacun de son côté qui va réussir à redémarrer, c'est bien de manière collective qu'on va réussir à relancer l'économie et nos activités propres. Pour les entreprises de la filière qui, pour une partie, ont un carnet de commandes, donc ne sont pas impactées directement, effectivement, elles auront peut-être un décalage aussi sur l'impact et sur l'activité. Selon vous, c'est le bon moment pour préparer la suite et peut-être justement, au-delà des dispositifs exceptionnels, d'aller préparer la suite et peut-être le décalage qui peut se produire en termes d'activité. Là-dessus, les dispositifs classiques existent toujours. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, il y a les dispositifs conjoncturels sur la trésorerie ou autre, mais que ce soit BPI, que ce soit les banques, aujourd'hui, on peut toujours avancer sur des dispositifs plus classiques de financement. Tu as raison, ce qui a été dit avant est tout à fait juste. Là, ce qu'on connaît, c'est une crise cardiaque. Voilà, c'est pas comme en 2009, où on avait une crise beaucoup plus longue, étalée. Là, c'est une crise cardiaque. C'est violent, c'est très impactant, mais on sait que c'est temporaire. On le sait. Voilà, on sait que ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, on sait que ça va se terminer, quoi qu'il arrive. Donc oui, il faut se préparer à la suite, il faut se préparer à la reprise, parce que a priori, dès en septembre, on va prendre large, en septembre, ça va repartir normalement plein pot. Donc il faut se préparer à ça, il faut avoir la trésor, il faut avoir de quoi financer son BFR au moment de la reprise, parce qu'il va y avoir un effet de croissance, comme un effet de croissance subite qu'il faudra financer. Et c'est à ça qu'il faut se préparer. C'est une bonne nouvelle quand même, on sait qu'on va sortir. Sylvie, peut-être un mot là-dessus? Non, je suis assez d'accord avec Pierre-Alain, sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même des secteurs qui tournent, que l'économie n'est pas complètement stoppée. Pas perdre le contact, oui, et puis préparer la stratégie pour l'après, quoi. Donc Et avoir de la trésor, je rejoins Pierre-Alain, parce qu'il faudra de toute façon faire des stocks, il faudra pouvoir embaucher quand ça va redémarrer à fond, quoi. Donc profiter de la période pour pouvoir anticiper avec les différents financeurs. Oui, et réfléchir. Et réfléchir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va arrêter là. À moins que quelqu'un ait envie une dernière information, quelque chose à dire. Tout est bon? Et bien dans ce cas-là, non, merci. Merci, voilà, ce sera le mot de la fin. Si je dis une bêtise, j'en ai raté une, de la part de Gilles Cassotti, le non-versement des parts salariales est à placer au même niveau que le paiement de la TVA. L'employeur est un collecteur de taxes pour l'État. Je pense qu'il faut être très prudent en termes de communication sur les parts salariales à compter d'aujourd'hui. Une réflexion. On parle des cotisations salariales. Et par rapport à ce que j'ai dit, sur ce que je dis, à titre exceptionnel, les URSSAF nous ont confirmé que la part salariale qui est payée au niveau des salaires pouvait être décalée pour le mois de mars, mais c'est un caractère exceptionnel. On va, pour l'avenir, repartir, je pense, dans une démarche normale. On verra s'il y a à nouveau des reports qui sont prévus. Mais on rappelle quand même que le précompte salarial doit être payé de manière prioritaire. Et que si ce n'est pas fait, ça relève même du pénal, dans certains cas. Donc là, à titre exceptionnel, ils ont accepté un report de l'intégralité des cotisations URSSAF, le report intégral des cotisations au 15 mars. Mais ce qui était valable au 15 mars ne le sera pas forcément dans la durée. Je pense qu'on parlait de ça. Oui, c'est ça, oui, des parts salariales. Très bien. Merci à tous. Merci d'avoir participé à ce premier webinaire sur le sujet. On a un deuxième cet après-midi sur l'activité partielle, le droit du travail, à 15h. Donc, vous avez reçu l'invitation par mail. N'hésitez pas à participer et pareil à poser des questions. Et on aura également une série d'ateliers plus sur les outils numériques et les usages qui sont
en cours de finalisation qu'on va faire dans les semaines à venir, notamment sur le télétravail, sur la visioconférence, sur la sécurité, la cybersécurité en fonction des conditions. Je ne sais pas si Delphine, tu veux dire un mot dessus, si tu es avec nous. Ça, on va communiquer très prochainement, aujourd'hui ou demain, sur ces ateliers et sur la première série d'ateliers. Donc, on va continuer pareil sur ce sujet. Si vous avez des thèmes, des questionnements ou des informations, quelque chose qui vous semblerait pertinent à organiser, voilà, les entreprises de la filière se mobilisent pour pouvoir aussi accompagner les autres secteurs économiques. Donc, si vous avez des idées, des thématiques que vous souhaitez qu'on aborde ou qu'on organise, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci à tous, en tout cas. Et puis, je vous donne rendez-vous cet après-midi pour ceux qui seront parmi nous pour évoquer donc, les sujets de droit du travail et puis de travail partiel. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.